Il y a encore quelques retardataires, mais on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de Healthcare Loire-Vallée, déjà, je vais vous souhaiter une bonne année 2024, nos meilleurs vœux. Donc, toute l'équipe se joint à moi. Alors, Eugénie, vous l'avez vu en entrée, et les autres s'excusent de ne pas être présents aujourd'hui. C'est un événement qu'on a préparé depuis quelques mois, qui va être assez technique pour une fois. On était plutôt d'habitude sur des événements assez généraux. Et là, on a décidé de traiter un point qui nous pense être important, puisque c'est la gestion de l'alimentation dans les dispositifs médicaux. Et vous allez voir qu'il y a certaines subtilités et que ce n'est pas l'élément qu'il faut designer en dernier. Un petit rappel sur l'association Healthcare Loire-Vallée. Donc en fait, elle a été créée en 2021 avec pour objectif de fédérer un réseau qui était un peu souffrant pendant le Covid. Donc vous avez le bureau en photo et du coup les thématiques principales tournent autour de l'emploi, le réglementaire, la sous-traitance, les financements. Donc on a un prochain atelier sur les financements. Et évidemment, l'idée, c'est de favoriser des projets interentreprises dans les membres, favoriser les collaborations, faire des salons et vous aider à aller à l'export dans les salons, et puis échanger les bonnes pratiques. Alors, on a eu un nouveau membre qui s'appelle Apnolab, donc en haut, qui fait un logiciel pour analyser les données des machines de traitement de l'apnée. Et donc on est aujourd'hui 34, si je ne me suis pas trompé, voilà, donc bientôt 40. N'hésitez pas, si vous n'avez pas renouvelé votre adhésion, à le faire sur le site. Un petit slide sur l'agenda des événements de 2024. Donc nous allons faire prochainement un séminaire sur le financement au sens large, puisqu'il y aura à la fois la BPI, acteur incontournable, mais aussi des banques, des investisseurs et probablement un petit focus sur le CIR. Fin mai, un afterwork industriel donc pour la sous-traitance, l'événement qu'on a déjà fait les 2 années précédentes et qui avait bien marché, où on met en relation des fabricants avec des sous-traitants. Au mois de juin, un afterwork RSE, puisque c'est une obligation et beaucoup s'intéressent sans forcément avoir tous les tenants et les aboutissants. Au mois de juillet, nous allons faire un événement IT, donc la donnée dans les entreprises liées au médical, donc ça va de l'ERP au système de gestion du ce qu'on appelle SMQ, le système de management de la qualité, tout ce qui est fiche de suivi, traçabilité, enregistrement d'AMED, etc. Ensuite, septembre-octobre, un afterwork sur la propriété intellectuelle, donc probablement avec l'INPI, l'AFNOR. Et puis, au mois de novembre, le rendez-vous incontournable Medica, où nous allons renouveler le stand, puisque c'est une formule qui fonctionne plutôt bien. Et enfin, des visites d'entreprise. Donc, pour le coup, nous irons dans le 41 visiter FMK et Axi System. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente après-midi. Je vais passer la parole à S22, Florentin. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais vous parler rapidement du pôle S2E2, dont je suis chargé de projet sur la région centrale de Loire. Alors, le pôle S2E2 est un pôle de compétitivité. Alors, les pôles de compétitivité, qu'est-ce que c'est? On est des associations qui ont pour objectif sur nos territoires de rassembler les entreprises, les établissements de recherche, pour faire émerger des projets d'innovation et puis également pour créer un réseau d'acteurs. Nous, on est sur la thématique de l'énergie électrique. Donc on a divisé nos activités en plusieurs domaines stratégiques. Les réseaux électriques intelligents, bâtiments territoires intelligents, systèmes électriques pour les mobilités, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'électronique, tout ce qui est matériaux, composants et sous-systèmes au service de filières multiples, dont le médical. Donc on est un réseau présent sur 3 territoires, la région centrale de Loire, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, avec 236 adhérents, dont presque 3/4 sont des entreprises, et puis 1/4 sont des structures de recherche, de formation ou des structures d'appui. Et donc, comment on accompagne les entreprises? On a plusieurs offres de services. Donc, une première qui est les formations. Donc, on est certifié Calliope.
Donc on propose des formations qui sont techniques. Les formations, on les voit ici, donc sur diverses thématiques. C'est des choses qui bougent. Intégrer l'électronique de puissance dans les systèmes, donc notamment également pour tout ce qui est le médical. Des formations qui sont un peu plus transverses, maîtrise de laboratoire, les salons professionnels. Donc si vous êtes intéressé par certaines de ces formations, n'hésitez pas à vous rapprocher du pôle. On accompagne également sur la partie réseautage pour créer un écosystème qu'on appellera écosystème S2E2, avec l'organisation d'événements, donc des visites d'entreprise, des rendez-vous marchés, des webinaires, des séminaires technologiques. Donc les futurs événements sont affichés ici. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez vu le premier, super. On peut noter notamment le 13 février prochain le Made in S2E2 qui a lieu à Tours. Donc là, on va parler projet d'innovation. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page du pôle. On va présenter les nouveaux membres du pôle et puis également plusieurs projets d'innovation. Et puis pour terminer, la table de service qui est un petit peu la plus importante, le montage et la gestion de projets innovants. Donc on accompagne les entreprises sur les territoires, sur le montage de leurs projets, et notamment du projet Tech2AM dont on va parler un petit peu plus tard, aujourd'hui. Donc on vous accompagne sur l'émergence de projets, sur la construction du dossier pour les financements et sur la gestion de projet. Et donc sur le projet Tech2AM dont on va parler, on était présent sur toute la chaîne de valeur avec la rédaction du dossier, la préparation des réunions suivies, la collecte des retombées et puis la rédaction du rapport final pour que le projet aille vraiment jusqu'à son terme et des valorisations qui soient intéressantes à communiquer. Pour terminer, voilà les retombées projets du pôle depuis 2005. Donc on est aujourd'hui à 365 projets financés qui ont été accompagnés par le pôle. Ça représente 1,4 milliard de budgets qui ont été investis en AKD. Et puis nos compétences s'appuient également sur nos partenaires, des partenaires qui sont présents sur diverses régions. Ça nous permet de s'appuyer sur des compétences complémentaires et des filières complémentaires, notamment justement pour faire se rencontrer plusieurs filières et faire émerger des nouveaux projets d'innovation. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à... Alors, du coup, Vitruven, c'est Crédit. C'est moi qui commence. Ouais, oui, je peux prendre l'autre si tu veux intervenir. Ah, bah d'accord. Tu veux couper la parole pendant que je parle? Voilà. Tiens. Bonjour à tous. Donc moi je me présente, je suis Christophe Alérac. Quand ça fait de Arsène, je suis peut-être un peu trop près. Vous savez ton... Non, c'est bon comme ça. Je suis directeur technique de Crédit Industrie et on est venu aujourd'hui avec Igor vous présenter un petit peu des travaux qu'on mène en commun sur l'analyse de performance de batterie. Et c'est sur une idée de Igor qu'on a lancé ce partenariat, mais il vous en parlera un petit peu après. Donc là, je ne suis pas sur la bonne... Le gros bouton. C'est le gros bouton. Essayez encore. Hop. Merci. Donc le sommaire, rapidement, on va vous faire une présentation très rapide du Crédit. Normalement, c'était Elisabeth qui devait faire, mais je vais le faire parce que sinon on va se passer tous le micro, ça va être un peu de mise. On vous présentera très rapidement le projet Tech2AM, sur lequel on a travaillé ensemble avec les différents partenaires et qui a été labellisé Pôle S2E2. On va vous présenter quelques mesures de consommation qu'on a faites sur le module. Et c'est des éléments qu'on a fournis à l'équipe Vitruven, qui a fait l'analyse de ces mesures-là pour dimensionner une batterie. Pardon, ça a marché. C'est peut-être ce micro-là que je vais changer de micro. Ah, c'est parce que ton micro est allumé aussi. Pardon. Et du coup, Igor vous présentera un petit peu comment choisir la batterie à partir de ces éléments dimensionnants sur les mesures de consommation que nous pouvons mener. Ça, je passe rapidement. C'est le thème de notre présentation. Ah oui, je suis parti à l'envers. Je vais m'y faire, le bon bouton. Donc, d'accord, c'est comme ça. Ok, parfait.
Donc Crésit Industrie, nous on est un CRT, donc c'est un label qui nous est donné par le ministère de la Recherche, ça veut dire Centre de ressources technologiques. Et notre cœur de métier, c'est de faire de l'accompagnement sur des projets, des besoins industriels, des besoins en recherche et développement. Notre équipe, c'est une équipe de technologues en électronique. Dans notre cœur de métier, c'est vraiment l'électronique, surtout l'embarqué. On fait très peu de choses sur des gros systèmes ou des grosses machines. Et on essaye de valoriser tout ça. Et donc, on a une partie subventionnée où on fait de la diffusion technologique, où on vient faire des séminaires comme aujourd'hui, on vient partager un petit peu, entre guillemets, la bonne parole et nos savoirs avec les industriels de la région. Et puis, on fait de la veille technologique. Donc, sur notre site, il y a la possibilité d'aller voir les rapports qu'on fait sur des différents domaines. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Et puis, on fait des formations en inter ou intra-entreprise sur différentes technologies. Ça va de l'ACEM au design d'antenne à la programmation en VHDL sur des FPGA. Donc, il faut aller voir notre site pour voir un petit peu tout ce qu'on fait. Et puis, dans cet accompagnement-là, on peut faire des études de faisabilité avec des industriels pour aller jeter un POC. Donc, notre cœur de métier, c'est pas de faire concurrence au BE. Si dans le besoin identifié, il y a des BE qui sont capables de faire ce travail-là en région, on fait juste de l'aiguillage, on met en relation. Notre but, c'est d'animer un petit peu comme le pôle d'électronique en région centre et de mettre les gens en relation entre eux. Par contre, s'il y a une volonté de monter en compétence par la personne qui nous a consulté, là, on va faire l'accompagnement et puis le transfert de technologie vers l'entreprise pour la montée en compétence. Donc, ça peut être l'entreprise elle-même ou un de ses partenaires. Donc, il y a des fois des industriels qui viennent nous voir, qui travaillent avec des BE, qui nous disent « Moi, j'aimerais bien que mon petit BE qui travaille avec moi d'habitude, il monte en compétence sur tel sujet. » On peut faire cet accompagnement-là aussi dans notre travail. Voilà à peu près. On a, via notre label CRT, on a alors je ne sais jamais le bon terme, mais on est crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Donc pour vos projets de recherche, vous pouvez bénéficier de ces avantages-là au niveau de vos impôts. Voilà très rapidement pour le Crésit. Si j'ai oublié, n'hésitez pas à venir voir Elisabeth, elle pourra vous parler mieux que moi de tout ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Les domaines, bon c'est assez large, hein, je passe très rapidement. On fait pas mal de choses sur tout ce qui est connecté, donc évidemment tout ce qui est transmission sans fil. On travaille sur les différents types de protocoles et dernièrement, on a parlé tout à l'heure avec l'équipe VURT, on a fait l'acquisition de petits modules spécifiques WirePass qui sont des réseaux maillés et Samuel, l'ingénieur Samuel Rouxel qui est ici présent dans notre équipe, c'est lui qui est en charge de faire un petit peu la veille sur tous ces systèmes-là. On travaille aussi sur tout ce qui est embarqué, donc ça peut être du Linux embarqué ou du bare metal pour les développements directement sur les applications. Et puis on a un docteur qui est spécialisé en électronique de puissance, donc il peut vous accompagner sur des problématiques CEM autour de la puissance, des organes de puissance qui commutent et qui rayonnent pas mal. Donc si vous n'avez pas passé vos certifications CEM, vous pouvez venir nous voir pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et ça m'ouvre la porte aussi à la prestation de mesures de compatibilité électromagnétique. Donc on a les moyens d'essai chez nous, donc on n'est pas un labo notifié. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous donner un numéro de certificat, par contre on peut faire de la préqualification. Avec ce rapport qu'on vous fournit, vous pouvez faire de l'auto-certification et marquer vos équipements compatibles CE. Donc on fait pas mal d'essais en rayonné, en conduit, sur la partie CEM, des charges électrostatiques. Et on s'est mis aussi depuis bientôt 2 ans à tout ce qui est Directive Red sur la partie RF, donc en sub-giga, la EN 300-220, et puis en 2-4 gigas, la 300-328. Donc on est capable de mener les tests de préqualification en RF aussi sur vos équipements. Donc voilà, je suis passé très vite. Et puis le dernier point qu'on vient vous présenter aujourd'hui, quand même, la partie, la partie mesure de consommation, qui est le cœur de nos présentations d'aujourd'hui, donc je vais rentrer un peu plus dans le détail. Le projet Tech2AM, donc c'est un projet, donc là vous avez les financeurs qui ont participé, et puis le pôle S2E2, comme l'a dit Florentin, qui a fait la labellisation et l'accompagnement du projet jusqu'à la fin. Un petit clin d'œil à Nicolas Poussé, là, qui a travaillé sur le sujet, qui était S2E2 à l'époque et qui est maintenant au Vermont, qui a chapeauté tout ça. Ce projet-là, c'était pour faire un implant médical pour faire de la surveillance de rythme cardiaque. Donc, dans les grandes lignes, hein, c'était de fabriquer un dispositif médical implantable actif
qui permet de faire du suivi cardiaque. Donc il y avait différentes fonctionnalités dans l'objectif, c'était de faire une chaîne de transmission d'énergie par ultrasons, donc ça c'était l'équipe Vernon qui travaillait sur le sujet, pour faire de la recharge du TMA embarqué sur le patient, de la communication RF bidirectionnelle et sécurisée avec une antenne implantée sur une pièce titane. Donc l'idée c'était de designer une antenne sur la pièce titane. Donc là, on a travaillé en partenariat avec Mystic, et puis le Crésit a fait la partie design d'antenne, et Mystic s'est occupé de la gravure. Et puis, toutes les technologies de gravure ont été vues aussi avec le Grémy. Il y avait une thésard qui était de chez Mystic, qui a fait sa thèse au Grémy, à Labo d'Orléans, pour travailler toutes ces technologies de gravure fine du titane pour arriver à faire des pièces techniques gravées directement dans le titane. Et la dernière fonctionnalité, bien sûr, c'est la partie ECG, aussi implantée sur la partie titane pour mesurer le rythme cardiaque du patient. Donc l'architecture globale, on se permet de communiquer parce que c'est des choses que le consortium a communiqué à plusieurs reprises. Donc le défi, c'était d'embarquer dans le DMIA une batterie. Donc ça, c'est le cœur de métier d'Igor. La partie gestion d'énergie aussi, c'est Igor qui avait supervisé tout ça. La partie recharge par ultrason, ça c'était Vernon qui travaillait sur ce sujet-là. Et puis, toute la partie électronique, microcontrôleur, ECG, partie RF, antenne, et ben, c'était le Crésit qui a suivi toute cette partie-là pour pouvoir intégrer dans un environnement très confiné toute l'électronique de mesure et les fonctionnalités attendues. Donc une petite vue éclatée qui ne trahit aucune confidentialité. On retrouve la partie capot avec l'antenne. Donc là, j'ai amené un petit module pour vous rendre compte des dimensions, si je le retrouve, voilà. C'est pas plus gros que ça. Donc ici, c'est la version avec une petite antenne PCB. L'antenne qu'on a mis là pour cette présentation d'aujourd'hui, c'est une antenne patch. Là, c'est une autre technique d'antenne qui est présentée à l'écran. Donc, dans le travail de fond qu'on a fait pas mal de veille technologique et on a cherché toutes les antennes implantables sur ce sujet-là pour l'application. Bon, je passe très vite parce que ce n'était pas le cœur du sujet. Et donc, on a la carte électronique qui va implanter toutes les fonctionnalités attendues, transmission RF, mesure de l'ECG. On a rajouté un accéléromètre, un capteur de température et de la mémoire FRAM embarquée. Pour pouvoir stocker les ECG. Donc on a un loop recorder qui va enregistrer en boucle les ECG et en cas d'anomalie, on peut mettre un peu d'intelligence en microcontrôleur, on va stocker un ECG et changer de zone mémoire pour stocker un nouvel ECG après. Et quand le praticien se connecte au device après, il peut voir qu'il y a eu des enregistrements avec anomalie, il peut aller les consulter et voir un enregistrement d'une minute ou plus pour voir un petit peu ce qu'il y a eu au moment du déclenchement de l'anomalie. Voilà, le cas d'usage qu'on vous présente aujourd'hui, c'est de se dire on va avoir un DMIA qui va être fabriqué, qui va être stocké 6 mois avant l'utilisation. Donc là, dans le principe, le système, il a la batterie raccordée à l'électronique, tout ça c'est fermé en laser sur le titane, donc on n'a plus accès à la batterie, donc on ne peut pas l'accabler la dernière minute. La batterie elle est stockée 6 mois, donc il faut que l'auto-décharge et la consommation propre du système soit la plus petite possible. Ensuite, on a une autonomie d'une semaine une fois que l'équipement a été mis en marche. Et ce qu'on veut, c'est avoir une recharge de 8 heures. Donc une semaine, ça nous fait 160 heures, les H, ils ont disparu là. 160 heures d'autonomie et une recharge qui doit se faire en 8 heures. C'est l'objectif qu'on s'était fixé. Sur la partie monitoring ECG, dès que le device a été mis en marche et qu'on l'a activé, elle tourne en boucle. Et donc le front-end qui fait la mesure de l'ECG, il tourne à 128 Hz, ce qui fait 32 points par quart de seconde. Donc ça veut dire qu'on a une fréquence d'acquisition à 4 Hz. Donc toutes les 250 millisecondes, le microcontrôleur se réveille et vient récupérer 32 points pour les stocker en FRAM, et puis on a un buffer tournant qui enregistre ça, et en cas d'anomalie, pouf, on vient sur un autre buffer, on remplit une minute, donc on a un pré-trig et un post-trig, comme ça on sait ce qui s'est passé un peu avant l'anomalie, et on a les données après anomalie, pour voir un petit peu la suite de l'ECG. Au niveau connectivité, on est en BLE, donc le BLE, il fait un maintien de son activité pour dire à la communauté à l'extérieur, je suis présent. Donc ce qu'on appelle l'advertising, et il fait une émission, la calée à 1 seconde, dans le cas d'usage qu'on a présenté.
Donc il envoie un petit message pour dire je m'appelle Toto et je suis sur le réseau, vous pouvez vous connecter pour récupérer de l'information. C'est l'advertising. Une fois que le téléphone ou la base l'a détecté, en fait on va rentrer en mode connecté. Donc là on s'identifie, on échange de l'information, on va se dire on est connectés ensemble et du coup le maître et l'esclave DLE vont se dire on va se cadencer à telle vitesse pour échanger de l'information. Donc là, une fois qu'ils sont connectés, on va consommer un peu plus, puisque le module BLE va renvoyer une information régulière pour dire bah, je suis toujours présent, est-ce que tu es toujours là? C'est le principe quand vous vous connectez à votre enceinte Bluetooth avec votre téléphone, vous vous éloignez de l'enceinte, à un moment vous perdez la connexion, et dans ce moment-là, le téléphone se déconnecte de l'enceinte aussi, et c'est que quand vous vous rapprochez que ça se reconnecte. D'accord? C'est le même principe. Et du coup, une fois qu'on est connecté, on va déclencher un transfert de l'ECG. Donc là, on s'était fixé comme objectif un transfert de CG par jour. Donc les 86 400 secondes, c'est une journée. Pour info, ça c'est pour les consommations, à 128 Hz en sampling, une minute de CG, ça fait environ 61 paquets BLE envoyés une fois qu'on est connecté. Donc à partir de ce cas d'usage, bon, nous on a fait un petit peu de veille technologique pour chercher les meilleurs microcontrôleurs qui répondent aux besoins avec les plus basses consommations. Donc je vous le partage, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le choix des composants, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. C'est juste un site qui est intéressant pour les ingénieurs qui font du développement, s'il y en a qui sont en ligne ou dans la salle. Un site de benchmarking qui s'appelle eembc.org. Et il y a une branche qui s'appelle ULPMAR qui permet de faire de l'évaluation de performance de systèmes de microcontrôleurs avec du BLE. Donc on a la partie consommation du cœur et la partie consommation des périphériques. Il y a des codes de référence qui sont disponibles sur le site sur ce site-là, que vous pouvez récupérer si c'est directement sur la même cible ou que vous pouvez adapter. Il donne des consignes pour pouvoir porter les codes sur des nouvelles plateformes. Et après, vous mesurez les consommations. Il y a tout un protocole à respecter pour mesurer les consommations. Et vous pouvez, du coup, après, partager vos résultats. Donc, soit ils sont certifiés par les vendeurs. Donc là, c'est les scores des vendeurs. Et puis, il y a certains qui sont certifiés par le site EMB. Et donc là, ça vous donne des références et on peut les trier par performance. Donc, le principe, c'est que le score, c'est l'inverse de la consommation en microwatts sur 50 itérations multipliées par 1000. Donc, plus le chiffre est grand, meilleur et le device. D'accord? Et donc là, on voit qu'en tête sortait le RSL10. Entre-temps, nous, on est parti sur le RSL10. Entre-temps, ils ont sorti le RSL15 qui a des performances un peu différentes au point de vue RF. Mais le RSL10 reste meilleur en termes de performance en consommation. Donc le design est parti sur ce microcontrôleur. Voilà pour ça. Bah, les moyens de mesure maintenant. Donc au Crésit, on a des appareils de mesure. Donc on a un analyseur de puissance de chez Keysight, donc le N6705, avec un module 20 watts qui nous permet d'aller chercher des consommations de l'ordre inférieur à 20 nanoampères, avec une résolution de... donc on a une pleine échelle de 20 nanoampères avec une résolution de 100 femtoampères. Et on a un bruit de fond qui est de l'ordre de 400 femtoampères sur cet appareil-là. Donc on est capable d'aller chercher des consommations assez basses. L'avantage, c'est qu'il fait source de tension. Donc on est capable d'alimenter le device et de surveiller sa consommation pendant le fonctionnement. Donc ça permet d'aller traquer, vous allez voir après, je vous présente un peu tout ça, les consommations pendant les différentes phases. Et ça va permettre d'optimiser l'usage par rapport à ce qu'on veut faire pour garantir le fonctionnement du système. Et ces mesures-là, après, nous, on les communique à Igor, qui, avec son équipe, va en tirer des conclusions sur le choix de la technologie batterie et les impacts que ça peut avoir par rapport aux performances de la batterie. On a un deuxième équipement qui est un picoampère-mètre. Donc celui-là, la différence, c'est qu'il n'a pas la source de tension intégrée. Mais lui, il descend par contre à une échelle de 10 femtoampères avec une résolution d'1 femtoampère. Donc on va aller chercher des consommations très basses. Par contre, son souci, c'est que si on est sur une gamme très petite pour aller chercher des micro-consommations et qu'on a un appel de courant très fort, ça vous écroule la tension en sortie, ça vous fait un reset sur votre device. Vous n'êtes pas capable de mesurer. Donc il faut vraiment aller chercher des portions de consommation, mettre votre device dans des configurations particulières pour garantir que vous n'allez pas sortir de la pleine échelle de mesure et pouvoir faire une mesure propre. Celui-là, il échantillonne qu'à 1 kHz alors que l'autre monte à 48 kg. Donc on peut aller chercher assez finement des consommations sur le device.
Voilà un petit profil pour vous présenter un petit peu ce qui se passe. Donc là, à l'entrée de l'image à gauche, là, le système était hors tension, on l'a démarré. On voit toutes les phases d'initialisation, il démarre l'advertising en BLE, on a une connexion de BLE qui s'établit, ensuite on va envoyer une demande d'envoyer l'heure régulièrement par exemple, et on voit les consommations qui varient en fonction de ce qu'on demande au device. Donc à déchiffrer comme ça, c'est pas très lisible, mais on peut aller chercher à l'intérieur de chaque transmission, très finement, tout ce qui se passe au niveau de la consommation. Donc là, c'est un exemple de la partie consommation en advertising. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu l'advertising en BLE, mais il y a 3 canaux qui sont les 37, 38 et 39, sur lesquels le module va émettre une information à la communauté. Donc c'est comme du broadcast, on va dire je suis présent, c'est 3 canaux sur lesquels les récepteurs vont écouter. Et du coup, on voit très bien là les 3 transmissions sur les 3 canaux BLE, donc les TX qui montent un peu plus fort. Et puis sur le premier canal, on voit qu'il y a 2 transmissions. Ça c'est parce qu'on a configuré notre module avec 2 connexions autorisées. Donc là, sur ce canal-là, on va envoyer 2 informations pour que 2 devices puissent se connecter. D'accord? Au-delà de 2, on refuse les connexions et on n'autorise plus de connexion. Donc là, on voit très nettement les consommations. Donc l'information qu'on va communiquer à Igor, c'est cette information-là. Et du coup, on prélève sur notre appareil, c'est ce qu'on voit en haut, la durée de l'advertising et puis la consommation moyenne qu'on lui envoie. Pour info, on voit aussi apparaître la charge, donc les coulombs qui sont consommés, donc 5 nanoampères heure sur cette phase-là. D'accord? Donc ça veut dire que comme on a une séquence d'advertising par seconde, toutes les secondes, je vais consommer 4,33 milliampères, d'accord, pendant 3,83 millisecondes. Donc ça, c'est l'information qu'Igor va récupérer. Un point important à prendre en compte par rapport à votre design, c'est que par rapport à l'encaissement, ce qui est capable d'encaisser la batterie, ces informations moyennes sont importantes pour Igor. Du point de vue de vos capas de découplage, ce qui va être important, c'est les pics de courant qu'il y aura ici. Il faut que les petites capas que vous mettez soient capables d'encaisser ces appels de courant pour que ça ne vienne pas trop tirer sur la batterie. D'accord? Ensuite, sur le profil, sur le cas d'usage qu'on a imaginé, il y a la mesure de consommation. Donc ça, c'est, vous vous rappelez, notre front-end ECG, il vient faire des mesures régulièrement à 48 Hz, 128 Hz, pardon. Et toutes les 32 points, il génère une interruption, il réveille le microcontrôleur. Le microcontrôleur, il stocke les informations dans le LiveRAM. Là, on a le réveil du microcontrôleur et le stockage dans LiveRAM. D'accord? Et donc, on a une consommation moyenne de 4,2 milliampères pendant 3,6 millisecondes. Pareil, c'est quelque chose qu'on partage avec Igor. Il n'y a pas de pic de surconsommation, donc pas de précaution particulière par rapport au capable de découplage sur cette consommation-là. Si on dézoome un petit peu, on retrouve ici, au pied du curseur numéro 1, la consommation que je vous avais zoomé avant. Et si on regarde la répétition, on trouve bien les 4 Hz, donc ça nous rassure par rapport à notre analyse, on trouve bien nos 4 Hz de consommation. Et entre, on voit l'advertising qui arrive régulièrement pour transférer de l'information. Donc là, il n'était pas mis à 1 seconde sur la mesure qu'on a fait là, il était un peu plus rapide. Si on regarde maintenant la mesure en mode connexion, donc ça c'est le moment où on va avoir le téléphone qui voit sur le réseau le device et qui dit je veux m'y connecter. Donc là il échange de l'information avec le device pour se connecter. Donc là on a regardé, on a zoomé sur le moment où ça se connecte. Donc pareil, on trouve une consommation de 4,81 milliampères pendant 696 microsecondes. Donc cette connexion, elle n'est pas anodine parce que c'est pas une fois. Ça veut dire qu'après, comme je le disais tout à l'heure, le device et le téléphone vont échanger régulièrement l'information pour dire je suis toujours là, je t'entends toujours, on peut continuer de parler, on peut échanger l'information. Et du coup, cette séquence et cette fréquence, elle est paramétrée au départ entre le device et le téléphone. Donc on va de 7,5 millisecondes à 4 secondes. Et Samuel m'avait noté dans la présentation que pour un iPhone, on ne descend pas en dessous de 30 millisecondes. Donc là, dans le cas d'usage, on s'était mis de l'ordre de la seconde, et je vous expliquerai à la fin ce qu'on a fait. Donc là, en dézoomant un petit peu, on retrouve le maintien de la connexion, c'est les petites étoiles blanches, une fois qu'on a lancé la connexion. Et puis à côté, on voit que l'advertising, il est là, puisqu'on a autorisé 2 canaux.
deux périphériques qui peuvent se connecter, d'accord? Donc l'advertising est toujours là pour dire, bah, j'ai encore une connexion de ligne, donc s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se connecter, coucou, je suis là. Donc on voit à la fois les messages d'advertising et les messages de connexion, d'accord? Donc sur le bilan énergétique, c'est important à prendre en compte pour Igor par rapport à l'autonomie de la batterie. Pour finir, on va avoir la mesure de consommation en mode transfert, c'est marqué en bas, transmission via le, pardon. Et du coup, on a pris la valeur moyenne comme tout à l'heure, on voit le transfert des données, et ça, en fait, ça va être récupéré, comme je vous disais, environ 61 paquets. Donc on va le répéter 61 fois. Donc là, pour l'estimation de consommation qu'on a donnée à Igor, on s'est dit que une fois, comme c'est l'idée, c'est que le device fasse la connexion avec un hub qui serait à côté du patient la nuit. L'idée, c'est que la nuit, quand le hub détecte que le patient est à proximité, il fait une interrogation pour voir s'il y a un ECG à récupérer, à transférer vers la base de données du médecin pour le suivi du patient. Donc là, on s'est dit une connexion. Donc comme c'est automatique, il n'y a pas la personne qui essaye de se connecter, qui se dit « Ah merde, j'ai encore raté », et puis, donc on va pas passer 10 minutes à essayer d'envoyer le CG. Donc là, on s'est dit « On se connecte ». On va avoir la transmission de maintien de la connexion, mais on n'a compté que 5 trames de maintien de la connexion, parce que le transfert est demandé tout de suite par le hub. Et puis on a les 68 trames ECG qui sont envoyées, et derrière, remise en veille du système. Donc on se déconnecte et on repasse en mode advertising. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Juste pour finir, on a à un moment fait une mesure de consommation en veille. C'est-à-dire que là, on a arrêté le CG et on a mis le système en veille profonde. Et donc là, on est à 114 micro-ampères moyen. Donc c'est l'information qu'on a donnée à Igor pour en dire quand il n'y a pas d'activité, voilà ce qu'on va consommer avant de lancer le système en fonctionnement. Voilà. Merci de votre attention. Maintenant, à toi. Merci Christophe. On va digérer toutes ces informations. Donc, je vais me présenter. Je vais me mettre là-bas. Okay. Donc, Igor Bimbo. Donc, je suis le directeur et le fondateur de Vitruvens. Donc, Vitruvens est une filiale du groupe Doliam, une holding familiale dont une des principales sociétés est Vermont, dont on a parlé. Donc Vitruvens a été créé en 2021 et l'activité principale en fait de Doliam, de Vitruvens, c'est, si on devait le résumer en un mot ou en quelques mots, c'est de faire en sorte que l'énergie soit plus un problème, mais une solution, voire la création d'une valeur ajoutée dans le développement d'un dispositif médical, voire même une différenciation. Alors c'est une activité qu'on a un peu unique, qu'on a voulu mettre en place. On s'est rendu compte avec le président de Doliam avec qui on a créé cette société que c'était un réel problème, que souvent les concepteurs de dispositifs médicaux ou non d'ailleurs passaient beaucoup de temps à concevoir ce qui était leur cœur de métier, et lorsqu'ils arrivaient au système d'énergie, souvent c'était un gros problème parce que la batterie qu'ils devaient mettre dans leur système finalement ne rentrait pas dans l'encombrement mécanique qui leur était imposé. Donc ça pouvait carrément être ce qu'on appelle un showstopper du projet. Et donc la mission de Vitruvens est vraiment d'apporter du soutien à ses clients dans le domaine de l'énergie. Alors on a deux modèles. Notre modèle d'affaires est basé sur deux piliers. Le premier, c'est un bureau d'études où on va travailler à la carte, c'est-à-dire un modèle à 360 degrés, où on peut traiter le besoin du client depuis le cahier des charges ou intervenir à la fin ou avant la phase de qualification du projet. Et puis on est aussi un centre d'innovation où on va combiner notre expertise en énergie avec le savoir-faire historique de Doliam qui est autour des ultrasons pour développer des solutions autour de l'énergie, combinant l'énergie et les ultrasons. Alors,
On ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais en 2 mots, on travaille principalement sur la transmission d'énergie à travers le corps humain par ultrasons et aussi des systèmes de surveillance du comportement des batteries par ultrasons. Donc ça pourra faire l'objet d'un autre workshop plus tard. Mais voilà les 2 thématiques sur lesquelles on travaille en termes d'innovation. Alors nos moyens, donc on a un laboratoire de test batterie, donc on a amené une partie ici, donc où on peut tester en grande quantité un certain nombre de batteries pour des tests de campagne, de tests, de tri, de caractérisation fonctionnelle au vieillissement. On a des compétences en électronique. On a bien évidemment aussi, comme on est beaucoup dans le domaine des ultrasons, tout un banc d'essais dans le domaine de la transmission d'énergie par ultrasons. Un point important, comme l'a mentionné Christophe, on a ce partenariat avec le CRESIT. Donc l'idée, en fait, vous l'avez bien compris à travers l'introduction et la présentation de Christophe, était en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement une complémentarité entre le savoir-faire du CRESIT et les services que pouvait amener Vitruvens, notamment dans ce qu'on parle de système embarqué. Système embarqué dit système communicant. Donc communicant, on parle du CEM, on parle de consommation dynamique, et tout de suite arrivent les problématiques d'énergie, d'autonomie. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit finalement, on a les mêmes clients, on a les mêmes besoins, et en joignant nos forces, on pourra amener une solution globale à nos clients. À côté de ça, on a des moyens de modélisation, vous voyez là. Donc là, c'est la simulation de transmission d'énergie par ultrasons, ce que vous voyez en animation. Et enfin, le dernier moyen que nous avons à disposition, le plus important, ce sont les vitruviens. Donc Vitruvens ne serait rien sans ces vitruviens. Donc ces employés, vous avez la chance, ils sont tous là aujourd'hui. Donc vous aurez l'occasion de discuter avec eux pendant la pause. Donc une équipe de choc qui travaille sur l'ensemble de ces activités. Alors pour aller plus dans le détail par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, finalement, au fond, dimensionner une batterie, c'est une succession de bonnes pratiques simples à mettre en œuvre et qui va être, vous allez voir, un peu le fil conducteur de ma présentation. Et donc ça part de déjà, avant de parler technologie, type de batterie, c'est bien comprendre de quoi on parle et où est-ce qu'on veut utiliser la batterie. Donc on va parler application, usage, profil de mission, tout ça on va le détailler. Et à partir de là, on parlera de dimensionnement. On fera un premier dimensionnement qu'on appelle le dimensionnement fonctionnel. Alors un point important dans le domaine médical, c'est que vous allez voir le cahier des charges souvent dans un dispositif médical, notamment implanté, c'est que son fonctionnement soit garanti jusqu'au dernier jour de sa vie. Un pacemaker, par exemple, un défibrillateur cardiaque implanté, s'il doit fonctionner 10 ans, le dernier jour, il doit fonctionner dans le cahier des charges qu'on lui a été donné, et pas un peu plus ou un peu moins. C'est ce qu'on appelle le dimensionnement fonctionnel. Donc le dimensionnement jusqu'à la fin de sa vie. À partir de là, et on en parlera, une batterie, malheureusement, ça vieillit. Vous avez tous entendu parler, on aura l'occasion d'en parler. Donc en fait, on va se rendre compte qu'il va falloir emmener un peu plus d'énergie que ce qu'on a prévu au départ. Et c'est ce qu'on appelle le dimensionnement embarqué. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et donc, ma présentation va suivre ce séquencement. Alors, les applications, donc on parle dans le domaine médical. Donc, avec ce dessin, vous voyez pourquoi la société s'appelle Vitruvens, vous avez compris. Donc, en fait, les applications dans le domaine médical, elles peuvent se catégoriser en 3 blocs. Le premier, c'est tout ce qui est les équipements qui sont ambulatoires autonomes. On va parler de respirateurs, on va parler de système de monitoring, de défibrillateurs autonomes. Donc ce sont de gros systèmes avec non pas des batteries simples, mais des packs de batteries. On en parlera certainement Vela tout à l'heure. Vous avez des applications portables. Donc on va parler de pompes à insuline, on va parler de sonotomes, d'implants cochléaires. Donc, ce sont des systèmes qui ne sont pas dans le corps humain, mais à l'extérieur du corps humain. Donc là, c'est une autre classe de produits
Alors dans le médical, il y a 4 classes. Il y avait les classes 1, classe 2, classe 3, 3A et classe 3B. Là, on est plutôt en classe 2, voire classe 3A. Donc ce sont des équipements qui sont à l'extérieur. Donc pour la batterie, c'est important parce qu'on n'a pas les mêmes exigences en termes de dimensionnement de batterie. Et puis enfin, vous avez les dispositifs implantables. Là, ils sont dans le corps humain, on est dans le classe 3, 3B, 3A, 3B. Et donc là, on a un certain nombre de types de dispositifs. Et à titre d'information, il y a aujourd'hui énormément de développement dans les implants. On le voit depuis quelques années, vraiment il y a un engouement et un développement quasiment exponentiel de développement des dispositifs médicaux implantables. Alors ça va de l'implant oculaire, donc celui que vous avez en haut à gauche. Par exemple, c'est un implant oculaire pour mesurer en continu la pression intraoculaire pour la détection du glaucome. Vous avez des pompes d'assistance cardiaque, ici, dont alors Cocorico et puis Vive la Touraine, une des équipes de développement sont basées à Tours pour ce type de pompe. Vous avez des développements de cœur artificiel, donc on connaît tous la société Carmat en France, mais elle n'est pas la seule. Dans la région centre, il y a des gens qui travaillent sur le cœur artificiel. Vous avez des moniteurs cardiaques implantés, tels que le projet Tech2AM, donc des implants pour faire du monitoring de biomarqueurs, des neurostimulateurs et j'en passe. Donc il y a énormément de développements en cours qui aujourd'hui ne sont pas encore sur le marché, mais qui, dans les 10 prochaines années, verront le jour. Donc voilà, donc la première chose, c'est déjà de bien comprendre quel type d'application on parle, pour savoir exactement, qui vont nous aider à définir aussi le type de batterie qu'on a à choisir. Donc là, on est typiquement dans l'application d'un dispositif implantable. Ensuite, les usages. Alors c'est un discours, je pense qu'on entend tous aujourd'hui à la radio avec le véhicule électrique, on parle beaucoup d'usages. C'est pareil dans les dispositifs médicaux et pareil pour toutes les applications embarquées. L'usage, c'est la clé. C'est-à-dire de bien comprendre comment on va utiliser la batterie et le système qui va être alimenté par cette batterie. Donc là, déjà de bien comprendre, est-ce qu'on veut un système qui soit rechargeable ou non rechargeable? Vous allez voir que si c'est non rechargeable, ça a des impacts assez significatifs sur le dimensionnement de la pile ou de la batterie. Ensuite, s'il est rechargeable, dans le mode de fonctionnement d'une batterie rechargeable, en fait, il y a 2 modes. Il y a soit un mode de sifflage, c'est-à-dire la batterie, c'est ce qu'il y a avec notre téléphone. On branche notre téléphone le soir et la journée se décharge, donc ça cycle. C'est un système de cyclage. Donc là, la batterie, elle est déchargée complètement, elle est rechargée complètement, et ainsi de suite. Mode cyclage. Et on a le mode de secours, c'est le mode de backup, c'est-à-dire on a un système dont l'alimentation principale est le secteur, et de temps en temps, on a une coupure secteur, on a ce qu'on appelle une énergie intermittente, et donc on a besoin d'une batterie de secours pour permettre le maintien du fonctionnement du dispositif. Et dans les 2 cas, les contraintes au niveau de la batterie ne sont pas les mêmes, on ne va pas rechercher la même chose. Dans le cas d'un mode en cyclage, on va avoir besoin de batteries avec une capacité élevée, puisqu'en fait, on a besoin de faire fonctionner le système pendant un certain temps. Donc, on va rechercher des capacités élevées. Et comme on est dans le médical, et que le médical, surtout dans l'implant, plus c'est petit, plus c'est biocompatible, donc on va rechercher des densités. Alors, vous allez voir le mode de densité, on va y revenir assez souvent. La densité, dans le domaine de l'énergie, c'est la capacité de mettre de l'énergie dans une unité de volume. Donc on parle de watt-hour, donc l'unité d'énergie par unité de masse, donc c'est la densité massique, ou on parle de densité volumétrique, donc c'est la quantité d'énergie que l'on met dans une unité de volume. On parle là de watt-hour par litre. Dans notre cas, comme on parle beaucoup de l'encombrement d'espace, on va donc s'intéresser à la densité volumétrique de watt-hour par litre. Et dans ces cas-là, étant donné qu'on est en cyclage, donc beaucoup d'énergie dans un petit volume, on va énormément s'intéresser à la densité volumétrique. Ensuite, le temps de recharge. Vous en entendez parler avec les véhicules électriques, c'est pareil dans le dispositif, en cyclage.
puisque le système est destiné à fonctionner sur sa batterie, il faut que le temps de recharge soit le plus court. Et donc quelque chose qui se recharge rapidement. Et donc là, vous allez le voir, j'anticipe un peu, la batterie qu'on avait choisie dans le cadre de Tech2AM, elle a un petit avantage, c'est qu'elle se recharge assez rapidement. Et enfin, la durée de vie en cyclage. Donc ça, pareil, on en reparlera. C'est-à-dire le nombre de cycles, de charges, décharges que peut faire une batterie au cours de sa vie. Et notamment, on cherche des durées de vie étendues de l'ordre de 4000 cycles, qui pourra garantir au minimum des durées de vie de 10 ans. Voilà pour on va dire les critères vraiment importants dans le cadre d'un fonctionnement en mode cyclage. En mode backup, c'est autre chose. En mode secours, c'est autre chose. Ici, la capacité de la batterie peut être petite, parce que finalement, c'est du secours. Pour une micro-coupure, pour l'intermittence de la source principale. Donc la capacité va être beaucoup plus faible. Par contre, d'un point de vue dispositif, au niveau du design du dispositif, notamment dans le médical, vous voyez qu'ici, la différence, vous voyez le petit rond avec le petit cercle, ça veut dire que là, à un moment, le système il devient autonome. Donc il est autonome, donc il est branché, on va dire qu'il est au niveau du corps humain, il est alimenté par sa batterie. Lorsqu'on est sur un système en mode secours, on est alimenté principalement par la source primaire, donc on peut penser par le secteur électrique. Dans ces cas-là, il y a des problèmes de sécurité électrique à prendre en compte. La durée de vie n'est pas la même. Là, on a parlé de durée de vie en cyclage. Ici, on va parler de durée de vie calendaire. On y reviendra. Ce qu'on appelle la durée de vie calendaire, vous voyez bien que la plupart du temps, la batterie, elle est chargée. Elle reste en état de charge, pleine charge. Et puis, de temps en temps, quand on a une coupure du secteur, la batterie, elle se met à se décharger. Mais durant toute sa vie, en fait, la batterie, elle ne va pas fonctionner. Mais le problème, c'est que ça ne va pas l'empêcher de vieillir. Et on verra que, notamment, elle subit ce qu'on appelle un vieillissement calendaire. On en parlera tout à l'heure. Ce sont deux modes de vieillissement différents. Et puis, il faut bien, aussi d'un point de vue système, lorsqu'on est dans ce mode-là, le fonctionnement quand on est en mode secours n'est pas le même que quand on est en mode branché sur le secteur. Alors ça, vous l'avez dans vos PC, par exemple. Tous les PC, lorsqu'ils sont branchés sur le secteur, les tensions internes ne sont pas les mêmes quand ils sont branchés quand ils sont sur batterie. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les PC fonctionnent un tout petit peu moins rapidement lorsqu'ils sont sur le secteur qu'en mode batterie. Voilà pour l'usage. Ensuite, il y a les profils de mission. Donc là, c'est ce dont il a parlé Christophe longuement durant sa présentation. C'est, là, on rentre plus dans l'électronique, c'est de voir finalement comment l'électronique se comporte pour chaque étape de fonctionnement. Il a parlé de mode veille, il a parlé de mode acquisition, il a parlé de BLE, ces choses-là. Les circuits électroniques ne se comportent pas de la même manière. Il y a des appels de courant. Le courant qui est demandé à la batterie n'est pas le même. Et donc la batterie, il faut connaître ces courants pour bien voir quel est l'impact sur la batterie. Alors, il y a dans les profils de mission l'aspect environnemental, c'est-à-dire notamment les températures de fonctionnement. Pour une batterie, la température de fonctionnement, c'est crucial. C'est extrêmement important. Une batterie se comporte complètement différemment suivant qu'elle fonctionne à 25 degrés, à 37 degrés, à 0 degré, à moins 20 degrés. C'est la clé. Donc c'est la première question à se poser, à quelle température je fais fonctionner mon dispositif. Que ce soit en fonctionnement ou que ce soit en stockage. C'est-à-dire le stockage, c'est le temps entre le moment où on a fabriqué notre dispositif, on a branché la batterie, mais le dispositif ne fonctionne pas, et le moment où on l'utilise. Donc cette température-là, elle est aussi importante. Les conditions de durée de stockage avant la mise en service, je viens d'en parler, donc c'est la durée. Il faut savoir que dans un dispositif médical, la plupart du temps, c'est 6 mois. Par exemple, un pacemaker, entre le moment de fabrication et le moment où il est implanté se déroule en moyenne 6 mois. La durée de vie enfin du dispositif, entre le moment où il est implanté, mis en service, et le moment où finalement on va l'explanter, c'est-à-dire le retirer pour le recycler. Des ordres de grandeur. Aujourd'hui, un pacemaker avec une pile, si je prends un pacemaker avec une pile, il est donné pour une durée de vie de 7 ans, en moyenne.
malheureusement, suivant la sollicitation par le patient du pacemaker, sa durée de vie peut durer à 5 ans, voire moins. Donc vous voyez, on peut aller de 1 an à 2 ans, jusqu'à 7 ans. Aujourd'hui, on vise des durées de vie minimum de 10 ans. Et ensuite, donc là, on a parlé des profils de mission environnementaux. Et là, on arrive au profil de mission purement électrique. Donc il y a plusieurs aspects donc, à prendre en compte. Et quand vous concevez votre dispositif médical, on parle aussi des tensions de coupure. C'est-à-dire que vous avez vu, Christophe a parlé donc, de la nomenclature, c'est-à-dire des types de composants qui seront utilisés. Ces composants fonctionnent dans une certaine plage de tension. Et en fait, il est important de connaître la tension à laquelle, la tension, on va dire, la minimum à laquelle le circuit fonctionne. Parce qu'en fait, vous allez voir que la batterie, lorsqu'elle est sollicitée, sa tension, et notamment, vous le verrez dans les types de batteries qu'on a choisis, sa batterie, elle va fluctuer. La tension de la batterie fluctue, et si on tire trop de courant, il se peut qu'on arrive à une tension qui arrive à une tension inférieure à la tension minimum du circuit, et donc le circuit s'arrête. Et cette tension, en fait, elle peut varier aussi, du moins la tension à laquelle, l'amplitude à laquelle la batterie fluctue lorsqu'on tire du courant, dépend aussi de la température. Vous voyez tous, vous avez certainement tous fait l'expérience, un téléphone portable, vous voyez, quand vous êtes à basse température, par exemple en haut d'une piste de ski, vous essayez d'allumer l'écran, même si vous avez toutes les barres, des fois l'écran se coupe. C'est l'effet de la température et des appels de courant. C'est-à-dire qu'on appelle un courant, alors qu'à un moment la température est basse. Si la température est basse, une batterie a plus de mal à fournir du courant, et donc le système s'arrête. C'est ce qu'on appelle la limite sur la tension de cut-off. Le courant en mode inactif, donc ça c'est le courant consommé avant sa première mise en service, on en a parlé tout à l'heure. Le courant en mode veille, donc là le système, il est opérationnel, mais finalement il est juste allumé. Comme votre téléphone en ce moment, il est allumé, mais il est en veille. Et ça, ce courant-là, on va voir que finalement c'est quasiment le courant le plus important à prendre en compte. Et enfin, les profils dynamiques de courant. Donc c'est ce dont Christophe a parlé tout à l'heure. Ce sont tous ces évolutions de courant pendant les différentes phases de fonctionnement du dispositif. En général, ils ont toujours cette allure-là, c'est-à-dire soit avec, en forme d'escalier, soit des pics, avec une durée qui peut varier, comme l'a montré Christophe. Alors les autres considérations à prendre en compte, l'encombrement mécanique. Une batterie dans un implant, ça occupe quasiment tout le volume. Dans un pacemaker, si vous avez déjà vu un pacemaker implanté, c'est une boîtier comme cela, 80% c'est la batterie. C'est pour ça que les anciens appellent ça une pile d'ailleurs. En fait, c'est que de l'énergie. Donc l'encombrement mécanique, c'est la clé, ça fait partie vraiment des données d'entrée hyper importantes à bien prendre en compte. Dans le cas de l'ILR, il faut savoir une chose, c'est que l'encombrement mécanique est crucial aussi d'un point de vue biocompatibilité. Des ingénieurs d'une société biomédicale me racontaient, vous avez un système implanté comme celui-là, qui ressemble un peu à une langue de chat. Si vous diminuez de 1 mm l'épaisseur, comme ça, aujourd'hui, pour implanter un dispositif comme celui-là, pour quelqu'un qui a de l'insuffisance cardiaque, il est obligé de rester une journée à l'hôpital. Si vous arrivez à le diminuer d'1 mm, l'intervention est en ambulatoire. Donc on a déjà énormément gagné. C'est crucial en fait, l'encombrement mécanique et l'impact sur la batterie et le choix de la batterie pour que le système soit le plus fin possible. Et vous verrez, ça sera un des arguments pour le type de batterie que l'on a choisi pour le projet Tech2AM. Les conditions et durée du stockage avant la mise en service, on en a déjà parlé. Et la durée de vie du système jusqu'à la phase de recyclage. Et enfin, le dernier point, c'est la stérilisation. Un dispositif médical, lorsqu'il est réutilisé, alors ce n'est pas le cas des implants, mais certains passent en autoclave, c'est-à-dire qu'ils sont stérilisés. C'est des conditions donc de stérilisation qui sont faites à haute température pendant un certain temps et qui doivent être prises en compte dans le cadre du dispositif médical. Après, il y a d'autres considérations, je pense que Vélad en parlera, liées à la supply chain notamment, les problèmes normatifs liés à la batterie,
du transport, enfin de tout ce qui est, on va dire, la partie vraiment supply chain du dispositif. Donc, si on reprend l'étude de cas Tech2M et ce que nous a décrit Christophe tout à l'heure, donc et qu'on reprend un peu la recette que j'ai évoquée juste précédemment, donc on est donc dans un appelant rechargeable qui se recharge une fois par semaine, tous les 160 heures, avec un temps de recharge de 8 heures. La tension de cut-off dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est de 2,7 volts, c'est-à-dire que la tension minimum de fonctionnement sur l'ensemble des circuits, c'est 2,7 volts. La consommation en mode veille, Christophe l'a bien montré sur sa dernière slide, elle est de 114,88 microampères. La consommation en mode inactif, c'est-à-dire avant que l'on mette le circuit, le système en fonctionnement, mais toute la consommation un peu fuite, en fait, que vous avez dans le circuit avant qu'il soit mis en route, elle est de 500 nanoampères. Il est stocké avant sa mise en service pendant 6 mois à 25 degrés, et la température de fonctionnement, en supposant que le patient n'est pas malade, elle est à 37 degrés. Et on fait une connexion avec une appli smartphone par BLE une fois par jour. La durée de vie, on a considéré 5 ans implanté, recharge une fois par semaine, donc on est sur 260 cycles. Si vous faites le calcul, une fois par semaine, 5 ans, ça fait 260 cycles. Ici, on a repris tout le profil de consommation que nous a donné Christophe tout à l'heure, suivant les différents modes. Donc on rappelle le mode advertising, donc le fait que le système dise à l'environnement autour de lui, je suis là, je suis là. Le mode acquisition, donc c'est la partie vraiment capture de la donnée d'électrocardiogramme en permanence, la mise en connexion du BLE et la transmission du BLE. Donc à chaque fois, on donne les amplitudes du courant, la durée du pulse, et puis la périodicité. Et donc on va utiliser ces informations-là pour les rentrer dans un modèle. Donc le modèle, en fait, c'est un modèle qui est disponible à tout à chacun, puisque c'est un modèle que l'on a mis à disposition sur notre site internet, gratuitement. Donc quand vous allez sur le site de Vitruvens, vous avez sur la page principale le bandeau Battery Configurator. Vous cliquez en haut à droite, où vous avez la possibilité de le faire aussi en bas, Calculate Now. Et quand vous cliquez sur un de ces deux boutons, vous accédez à une page où vous rentrez en fait toute la partie applicative et le profil de consommation. Donc vous rentrez d'abord les données système, donc tout ce dont on a parlé juste avant. Donc la durée de fonctionnement entre deux recharges. Donc vous pouvez sélectionner soit rechargeable ou non rechargeable. La durée de fonctionnement entre deux recharges, le temps de recharge, les températures de fonctionnement. Si vous avez les données sur le type de batterie que vous visez et la tension de cut-off, donc la tension nominale, la tension max. Si vous avez une idée aussi de la résistance interne que vous visez pour la batterie, donc la résistance interne, c'est en fait, je vais vous rappeler les vieux cours d'électronique, vous savez qu'une batterie c'est fait d'une FEM et d'une résistance interne. La résistance interne, c'est cette RI en fait, dont on parle. Et vous avez des indications, un petit tableau qui vous indique des ordres de grandeur de résistance interne suivant le type de batterie qu'on peut être amené à utiliser, que vous pouvez indiquer. Et ensuite, les conditions de stockage dont on a parlé, avec le courant de fuite tout à l'heure et le courant en mode veille. Et ensuite, vous accédez à une autre page où vous rentrez tous les profils de mission dont on a parlé. Et donc là, vous rentrez scrupuleusement l'amplitude des courants pics, la durée du pulse, la périodicité, ainsi de suite. Et donc là, vous pouvez le rentrer, vous avez jusqu'à 4 modes. Donc le mode advertising, le mode acquisition, transmission. Donc l'acquisition, c'était le mode acquisition CG. Et les autres events, c'est la mise en connexion du BLE. Et ensuite, vous cliquez sur See Result, ici. Et là, vous avez une page où vous rentrez le nom de votre société, vos coordonnées, votre email, et immédiatement, dans la seconde qui suit, vous recevez un rapport PDF sur votre boîte mail qui apparaît de la manière suivante. Donc, vous retrouvez dans la première page toutes les données que vous avez rentrées, et ensuite, vous avez automatiquement un calcul de l'énergie dont vous avez besoin par rapport au profil d'émission et au cas d'usage que
vous avez enregistré. Alors notamment ce que donne donc là, on l'a dimensionné pour le profil de mission et d'usage de Tech2IM, et on voit que le système nous dit, par rapport à l'usage et le profil de courant qui ont été enregistrés, il vous faut une capacité de 30,71 mAh. Ça, c'est la capacité fonctionnelle. D'accord? Donc c'est la capacité qu'on doit avoir jusqu'au dernier jour de la vie de la batterie. Il vous donne aussi la petite bande orange, c'est cette fameuse énergie qui est consommée entre le moment où j'ai fabriqué mon dispositif et le moment où je l'utilise. Il y a ce fameux courant de 500 nanoampères pendant 6 mois. On voit qu'il a pris, ça nous a consommé 2 mAh, donc un petit peu. Ça veut dire que théoriquement, avant que je l'utilise, il faudrait que je le recharge. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas oublier que dans le cas d'une pile, ça c'est perdu. Hein. C'est-à-dire que cette énergie-là, c'est définitivement perdu, vous ne pouvez pas la recharger. C'est une pile non rechargée. Et ce que l'on voit ensuite, vous avez un camembert qui vous donne la répartition de la consommation d'énergie suivant les fameux modes, les profils de mission dont on a parlé précédemment. Et une chose que l'on voit, en fait, souvent nos clients ils s'intéressent beaucoup aux phases de transmission, le courant BLE, le courant pic, on essaie de travailler là-dessus, la durée du pulse, voilà, toutes ces choses un peu qui sont hyper fonctionnelles, qui nous paraissent hyper fonctionnelles. En fait, ce qu'on se rend compte, et ça on le voit vraiment souvent, que près de 60% de l'énergie consommée, c'est le mode veille. C'est-à-dire c'est toute cette consommation qui est utilisée pour maintenir en état de veille le dispositif. Et c'est souvent le cas. Alors c'est même vrai chez nous, hein, tous les systèmes ils sont en mode veille, la machine à laver qui est éteinte mais qui branche au secteur, le Wi-Fi qui est branché mais qui n'est pas utilisé, tout ça, ça consomme énormément. Et il ne faut pas oublier que l'énergie, c'est le courant par le temps. Et le temps, dans le cas du mode veille, est très long. Donc à la fin, ça fait beaucoup d'énergie. Et enfin, le système donne une dernière chose, mais avant de vous donner cette dernière information, je vais vous parler d'une spécificité, ce qu'on appelle une particularité sur le fonctionnement des batteries qui est assez méconnue, mais qui est pourtant importante et que j'ai déjà évoqué, que je pense chacun d'entre nous vit assez régulièrement, c'est le domaine d'utilisation d'une batterie. En fait, une batterie, vous allez voir que même si elle est donnée pour 5 mAh ou 1 ampère-heure, en fait, vous allez voir dans la plupart du cas, malheureusement, on n'utilise pas toute cette énergie-là. Il y a une énergie qui n'est jamais utilisée, liée à justement aux problématiques de ces courants, fameux courants dynamiques. Alors, pour aller plus loin, une batterie, ça a une carte d'identité. Et la carte d'identité, c'est cette fameuse caractéristique qu'on appelle la caractéristique OCV ou la caractéristique de décharge. C'est en fait l'évolution de la tension de la batterie au fur et à mesure de son état de charge. Mon état de charge, c'est 100%, ça veut dire qu'elle est bien chargée, 0%, ça veut dire qu'elle est complètement déchargée. Et en fait, une batterie, lorsqu'elle se décharge, en fait, sa tension baisse. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on mesure l'état de charge d'une batterie, on mesure sa tension. On ne fait pas que ça, mais c'est un des critères. Donc ça, c'est, on va dire, un peu la carte d'identité d'une batterie. Quand vous achetez une batterie, vous regardez la spécification de la batterie, c'est une courbe qui est toujours publiée. Ensuite, il y a cette fameuse résistance interne dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. En fait, la résistance interne, donc vous avez la force électromotrice, la FEM, et puis vous avez cette fameuse résistance interne qui derrière fait chuter, vous donne une tension en fait que c'est celle auquel vous avez accès. Donc c'est E moins RI, R fois I. Il faut savoir qu'en fait, cette résistance interne, elle n'est pas constante. La résistance interne, en fait, elle évolue au fur et à mesure que la batterie se décharge. C'est ce que vous voyez ici. Donc au début, elle est relativement constante, même si elle évolue. Puis quand on arrive à la fin, vous voyez que il y a un coude, hein, ça diminue rapidement. C'est lié entre autres au fait que la résistance interne de la batterie s'est mise à augmenter drastiquement. Petite anecdote, c'est la raison pour laquelle sur vos téléphones portables, quand vous avez les petites barres, là, le fuel gauge, la batterie gauche, en fait, il y en a 3. Et on se dit, la première a duré longtemps, la deuxième un peu moins, puis la dernière, elle ne dure pas longtemps. C'est lié à ça. C'est parce que la dernière, en fait,
elle prend que la partie, la toute dernière partie. Et en fait, on se dit, bon, on va avoir le même temps que pour la première, mais non. Parce que très vite, ça se casse la figure. C'est un peu les limites d'ailleurs des batteries gauches aujourd'hui. Ce qu'on appelle les batteries gauches, les monitoring de. Donc quand on tient compte de ça et que l'on a des courants pics comme des courants, ce qu'on appelle impulsionnels, comme l'a montré tout à l'heure Christophe, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte que la batterie, finalement, elle décharge, mais vous voyez que elle chute comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment, à chaque pulse, on tire du courant, comme il y a une résistance interne, la tension, elle baisse. Et en fait, on le voit, ça baisse, ça baisse. Et donc, vous allez voir, vous verrez tout à l'heure à la pause, Mohamed se fera un plaisir de vous présenter sur la démo. On l'a mis en œuvre sur une petite batterie, vous verrez ces impacts, la tension de la batterie qui baisse comme ça. Et le problème, il est que souvent, quand on a une tension de cut-off qui est définie à 2,7 volts, lorsqu'on arrive à cette tension de cut-off, on a toute une partie en aval qui est grisée qu'on ne peut plus utiliser. Et souvent, ça peut aller de 10 à voire 15%, ça dépend de l'usage. Et donc, toute la partie en aval qui est restée en bleu, c'est ce que vous pouvez réellement utiliser. Ça, il faut savoir que dans les véhicules électriques aujourd'hui, on n'en parle pas, mais c'est un vrai souci, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas utiliser, du fait de ces impacts de charge comme ça, du fait que les batteries, notamment les packs de batteries, ont quand même une résistance interne, que cette résistance interne, en plus, j'en parlerai pas là, parce que sinon je parlerai dans des heures, et donc vous commencerez à vous ennuyer, cette résistance interne évolue énormément avec l'âge de la batterie. Donc plus la batterie vieillit, plus votre véhicule électrique aura fait des kilomètres, moins il aura d'autonomie. Ça c'est, même si vous faites tout ce que vous voulez, ça c'est une réalité. Donc voilà. Et donc la dernière information qu'on donne dans le configurateur, c'est justement ce fameux BUD, c'est-à-dire que pour chaque profil de mission, vous voyez les bandes, là, les bandes vertes, ça représente les pulses, les pics de courant et l'évolution de la batterie pendant ces pulses. Et la partie en rouge, c'est toute la partie qu'on ne peut pas utiliser suivant le profil de mission parce qu'on a une tension qui est en dessous de la tension de cut-off. Donc ça, le configurateur le fournit. Je crois que dans les configurateurs de batterie qui existent en ligne, on est les seuls à faire ça. Personne, c'est très peu traité, pourtant c'est un réel problème, c'est un réel sujet. Donc après, on a maintenant dimensionné la batterie, on a vu 30 mAh, on a vu les contraintes. Maintenant, je vais vous parler un peu des technologies de batterie, des critères de choix. Là, on a parlé d'usage, maintenant on va parler batterie, technologie. Donc une batterie. Il faut savoir que en fait, c'est composé on va dire, de 3 gros éléments. Et il y a un pôle plus, qu'on appelle la cathode, il y a un pôle moins, qu'on appelle l'anode, et entre les deux, il y a un électrolyte, en fait, qui permet aux ions, donc les ions, c'est des atomes chargés, de passer du moins au plus et du plus au moins. En fait, c'est des ions, ce qu'on appelle des ions positifs. Dans beaucoup de batteries, ce sont du lithium. Et le lithium, quand la batterie se charge, elle passe de la cathode à l'anode, et quand elle se décharge, elle passe de l'anode à la cathode. Et donc les ions passent là, et de l'autre côté, vous avez les électrons qui passent dans le circuit électrique, et c'est comme ça qu'on alimente un système. Et donc une batterie, donc vous l'entendez peut-être dans l'actualité aujourd'hui, on parle beaucoup de chimie, de cobalt, et tout ça. En fait, c'est quoi? En fait, il faut savoir que les matériaux d'une batterie, il y en a toute une myriade de matériaux. En général, à l'anode, donc sur le pôle moins, il y en a, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle du graphite à base de carbone. On trouve aussi du lithium métal, aussi du silicium pour les petites batteries. Et de l'autre côté, sur la cathode, et alors là, on a tout le tableau de Mendeleïev quasiment. On va retrouver du cobalt, on va retrouver du manganèse, on va retrouver du fluor, du vanadium. Donc tout un composé de types de matériaux. Et c'est ces deux matériaux assemblés ensemble qui font ce qu'on appelle le couple électrochimique et qui vont déterminer la batterie. Quand on parle de batterie, vous allez entendre parler de batterie, notamment avec les véhicules électriques. Vous allez entendre parler de batterie LFP, NMC. En fait, quand on parle, c'est le matériau qui est à la cathode. Et ensuite, dans la construction de la cellule de la batterie, en fait, tous ces matériaux, ils sont déposés comme un peu, on va dire, je vais le résumer d'une manière très très vulgaire, c'est un peu comme de l'imprimerie, on dépose sur
un support et on vient enrouler ça en serpentin et on fait ces fameuses piles que vous avez, qu'on achète tous les jours. Alors, dans les formats, donc il y a les fameuses piles, ce qu'on appelle des piles cylindriques, on a des formats cylindriques, et il y a après ce qu'on appelle d'autres facteurs de forme, qui sont les push-cells, donc ce sont un peu comme certains appellent ça des sacs à soupe, c'est très plat, et puis on vient mettre des couches et on vient sceller le stack comme ça. Vous avez des prismatiques, c'est des cubes, et vous avez des boîtiers titane. Donc là, c'est typiquement pour des dispositifs médicaux où, en fait, ici, vous avez des boîtiers souvent en aluminium, et là, vous avez des boîtiers en titane. Pourquoi? Parce que souvent, le boîtier, il sert aussi, il est en contact directement avec le tissu humain. Et c'est ce qui permet de gagner en volume. Et donc, on a des boîtiers en titane qui permettent directement la biocompatibilité lorsqu'on fait un système implanté. Typiquement, la batterie que vous voyez à droite est utilisée beaucoup dans les ILR dont on parle aujourd'hui dans le cadre de Tech2IM. Et à gauche, c'est des boîtiers qui sont beaucoup utilisés dans les pacemakers. Ensuite, vous avez les compromis. Donc, vous avez le fameux couple électrochimique dont j'ai parlé qui lui donne la tension. Les batteries 1, 2, 3 volts ou 3,7 volts ou 3,9 volts. Donc, ça va vous donner finalement la tension de fonctionnement de votre batterie, qui doit être en adéquation avec la tension de fonctionnement de votre circuit. Et enfin, vous avez des compromis, comme dans l'électronique et en tout système, dans le milieu de la technique, on sait tous, on vit dans un monde de compromis. Et il y a des compromis entre la densité de puissance, donc la capacité à une batterie à fournir rapidement de l'énergie, et sa capacité à stocker de l'énergie. En fait, vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc il y a aujourd'hui, il y a des développements pour compenser, pour avoir les deux en même temps. Et soit vous savez fournir beaucoup de courant, mais vous ne stockez pas beaucoup, soit vous stockez beaucoup, mais vous ne fournissez pas beaucoup de courant. Donc il y a des compromis à choisir. Et enfin, il y a donc un autre compromis qui est quand on parle de densité d'énergie. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de watt-hour par litre par kilogramme. Il faut bien se rendre compte que faut pas, quand vous demandez, si vous demandez dans votre cadre du développement, j'ai besoin de 400 Wh par litre, cette densité, elle est liée à la capacité. Plus votre système vous embarquerez de l'énergie, beaucoup d'énergie, plus vous arriverez à avoir des densités élevées. Inversement, plus vous aurez des petites batteries, plus la densité sera faible. Et je ferai un dernier parenthèse sur les technologies solides, qui vont faire l'objet d'un peu de notre présentation. Ils sont un peu le cœur aussi de la technologie qu'on avait regardée pour Tech2IM. Donc les technologies solides, l'intérêt, c'est que le fameux électrolyte dont on parlait tout à l'heure, qui est un solvant en fait, organique, c'est un solide, souvent c'est des céramiques, c'est une céramique, et qui a l'avantage de faire des batteries de très faible épaisseur. Et vous pourrez en voir une donc, sur le banc de Vitruven, vous verrez une batterie solide, qui a été faite à Tours d'ailleurs, c'est une batterie qui a été réalisée et fabriquée à Tours. Donc quand on parle de faible épaisseur, c'est vraiment faible épaisseur. Celle que vous verrez, elle fait 200 microns d'épaisseur. Elles sont conformables, c'est-à-dire qu'on peut les mettre au facteur de forme que l'on veut. Vous voulez une batterie en forme de lune, on peut vous faire une batterie en forme de lune, on peut faire tout ce que l'on veut. Elles sont sécurisées, c'est-à-dire que ce sont des batteries, tout ce que l'on voit en ce moment sur les vidéos, là, les bus qui explosent et tout ça, là ça n'arrivera pas. Donc, elles sont complètement inertes, vous les surchargez, vous leur mettez 10 volts sur une batterie de 4 volts, elle sera morte mais elle ne va pas exploser. Et puis elles sont potentiellement tolérantes à la décharge profonde, c'est-à-dire qu'on peut les décharger complètement, elles ne sont pas abîmées. Et puis Cocorico, la France est quand même bien positionnée dans les batteries solides. Historiquement, ces batteries solides étaient plutôt faites aux États-Unis. Alors des choses qui sont peu dites dans les médias, c'est un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de fabricants français de micro-batteries solides. Alors j'en ai cité quelques-uns là, vous avez Inject Power. Inject Power développe des micro, ils sont basés à Grenoble. C'est une spin-off du CEA, ils développent des toutes petites micro-batteries comme ça, solides, qui sont utilisées notamment pour les implants intraoculaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez Iten qui est basé à Lyon, qui est en train de faire une grosse usine à Chalon-sur-Saône, qui est pareil, sur une technologie solide, et qui aura la capacité de fournir des forts courants. Donc là, vous voyez par exemple là-dedans, le compromis dont je parlais, Iten c'est beaucoup de courant, très peu d'énergie, là c'est beaucoup d'énergie, bon, du courant plus faible. Voilà.
Vous avez Prologium, donc Prologium a fait occuper les médias il y a quelques temps, puisqu'ils vont faire une gigafactory à Dunkerque. Donc c'est une technologie de batterie solide, donc qui va s'implanter à Dunkerque avec donc une grosse capacité. Et puis ils font aussi des petites batteries de quelques dizaines de milliampères. Et vous avez des toutes nouvelles startups comme Ileor, une jeune société du nord de la France, qui développe pareil des micro-batteries solides, donc elle a tous ses débuts, mais elle travaille justement aussi sur l'amélioration de ces fameux compromis, densité d'énergie, densité de puissance. Donc beaucoup d'acteurs français dans ce domaine, qui est vraiment une technologie d'avenir. Hein. Je pense que c'est la prochaine génération de batteries, ça sera des batteries solides, hein, on verra, même pour les véhicules électriques. Les véhicules électriques, ça sera certainement des batteries solides. Et donc, pourquoi je passe du temps là-dessus? C'est parce que dans le cadre du projet Tech2M, on a choisi une batterie solide, donc qui n'avait pas la capacité qu'on avait calculée, des 10 fois inférieure. Donc dans le projet Tech2M, ce qu'on voulait, c'est valider une fonctionnalité, hein, pas forcément fonctionner un usage complet. Et donc c'est une petite batterie solide de 25 par 25 qui faisait 160 microns d'épaisseur, enfin moins de 500 microns d'épaisseur, et qui nous a permis de faire le fameux prototype dont on parlait. Donc là, évidemment, elle n'était pas au facteur de forme finale, hein, le but était de tester une fonctionnalité. Le fournisseur de cette batterie peut tout à fait faire des batteries comme ça, un peu longues et étroites, c'est tout à fait envisagé. Donc voilà, on en est là, j'ai bientôt fini. Donc on a parlé de dimensionnement fonctionnel, donc maintenant on sait, on a choisi la technologie de la batterie, on a choisi, on connaît la capacité fonctionnelle. Maintenant, il faut parler de vieillissement. Donc voilà. Alors, la prise en compte du vieillissement, il faut savoir qu'une batterie, en fait, finalement, au fond, c'est comme une éponge, en fait. C'est-à-dire qu'une éponge, vous prenez une éponge neuve, quand vous faites la vaisselle, elle absorbe beaucoup d'eau, vous la pressez, elle sort beaucoup d'eau. Une éponge vieille, vous allez, elle est toute rabougrie, elle se resserre sur elle-même, et finalement, vous verrez, si vous mettez de l'eau dedans, vous verrez que vous en sortez pas beaucoup d'eau. Une batterie, c'est pareil. Dans le temps, c'est comme l'éponge, elle vieillit, elle se recroqueville, les électrodes se resserrent entre elles, et finalement, le lithium, il rentre de moins en moins il fait moins en moins les ferrokinjères dont on parle, hein, c'est-à-dire passer de l'anode à la cathode, il n'arrive plus à ce qu'on appelle s'insérer, et donc elle assure de moins en moins son rôle. Et en fait, dans les mécanismes d'usure d'une batterie, il y en a deux, on en a parlé tout à l'heure, le cyclage, donc le cycle de charge et décharge successif, le fait que je charge, décharge, je charge, décharge, je charge, décharge. Petite parenthèse, l'effet mémoire, on pose régulièrement la question, l'effet mémoire des batteries, ça n'existe pas. Hein. Ça existait dans les nickel-cadmium, dans les nouvelles batteries, il n'y a pas d'effet mémoire. Vous n'avez pas besoin de décharger profondément une batterie pour récupérer l'énergie initiale. Hein. Sur les lithium, ça n'a pas d'effet. Et puis le côté calendaire, c'est-à-dire la batterie laissée à un état de charge en permanence et qui perd de sa capacité. Alors les mécanismes d'usure, on les connaît, hein, les mécanismes de défaillance, on appelle les mécanismes de défaillance, sont connus. Par contre, il reste vraiment difficile à mesurer et à anticiper aujourd'hui. Et on les connaît, il y en a un peu plus d'une dizaine. Par contre, c'est difficile à mesurer et à anticiper. Alors il y a des BMS, des systèmes de gestion de l'énergie, qui arrivent un peu à détecter ce genre de phénomène, mais bon, on en est aux prémices. Alors par chance, dans le cadre de la batterie solide qu'on a choisi, c'est qu'il existe un modèle de vieillissement qui a été développé à Tours d'ailleurs, on va Cocorico pour la région. Il existe un modèle de vieillissement de micro-batterie solide similaire à celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc quand on rentre les données d'usage tel qu'on l'a défini tout à l'heure dans ce modèle, il nous donne différentes choses. En fait, en calendaire, il nous dit si je stocke pendant 6 mois une température de 25 degrés à 75% d'état de charge, c'est pas anodin le 75%. C'est la raison pour laquelle quand vous achetez un appareil électronique, on vous dit recharger la batterie. La raison est que en fait, les fabricants font exprès de décharger la batterie pour que pendant le transport dans les bateaux, qu'elle perd le minimum de capacité. Donc c'est pas un hasard le 75%. On estime un taux de défaillance d'un ppm, on s'aperçoit qu'en calendaire suivant ce mode d'usage, finalement la batterie elle perd 15%. Si maintenant je rajoute le côté cyclage, parce qu'en fait on a une première phase de vieillissement calendaire, et on est après une phase de vieillissement en cyclage.
Donc là, 266, cette fois-ci, on est à 37 degrés. Et là, je charge à 100%, par contre, j'ai une profondeur de décharge, je décharge complètement à 100%. Pareil, un ppm, là, j'en rajoute 32%. Et finalement, quand je fais le calcul que je cumule les deux, parce que les deux, il faut les cumuler, finalement, la capacité de fonctionnel qui était de 30 mA tout à l'heure, la capacité embarquée, quasiment, il faut qu'elle soit de 53 mA. Donc on doit finalement quasiment surdimensionner pas loin, allez, pas loin du double, pour quasiment avoir quelque chose qui soit fonctionnel, tel qu'on l'a défini au cahier des charges, jusqu'au dernier jour de sa vie. Ça, c'est hyper important. Et ça, c'est hyper important dans le médical, c'est peut-être pas vrai ailleurs, dans le médical, ça. Voilà, j'en ai fini. Ma conclusion là-dessus, enfin notre conclusion, c'est que l'énergie doit faire une partie intégrante de la stratégie d'un projet. Et j'espère qu'au vu de ce qu'on vous a décrit avec Christophe aujourd'hui, vous comprenez bien que ça peut être un réel showstopper. Mais ça peut être un différenciateur si on choisit la bonne batterie pour la bonne application. Le but, c'est vraiment de prendre sa conception au plus tôt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire son design sur une anime stabilisée, puis on se dit à la fin on mettra une batterie, ça ne marche pas, vous êtes sûr d'aller dans le mur. Donc il faut prendre la conception de l'énergie au plus tôt. Et puis surtout, il faut bien comprendre les problématiques d'usage, d'environnement. Il faut passer beaucoup de temps sur ça, par des brainstorming, des FMEA, des AMDEC. Donc il y a des FMEA d'usage, bien comprendre comment je vais utiliser mon système. Et enfin, remettre en perspective les métriques. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, le mode veille. Le mode veille qui peut paraître anodin, non, finalement, c'est le principal contributeur au carré. Il faut bien savoir de quoi on parle et tout ça, tout mettre cette métrique en perspective. Voilà, Vitruviennes et le Crésit, on est là. Vous l'avez vu, on a des moyens qui sont complémentaires pour vous accompagner dans vos projets. Je vous remercie. Merci Igor et merci effectivement Christophe. Je voulais savoir s'il y avait des questions dans la salle. Il y a déjà une question en ligne, Igor, plus par rapport à ce que tu as présenté sur la résistance interne. Bon, ça rejoint un petit peu ce que tu as dit juste avant la conclusion. Est-ce que la résistance interne varie aussi avec l'âge de la batterie? Oui, en fait, le modèle là, que j'ai présenté, alors je ne voulais pas trop en dire, parce que sinon tu m'aurais mis un panneau. Mais oui, en fait, le modèle dont je parle aussi comprend l'évolution de la résistance interne. Et dans le cas des batteries solides, notamment, ça peut aller jusqu'à 40% de variation suivant l'usage. Oui, énormément. Donc, alors, c'est lié à quoi, en fait? C'est parce que, en deux mots, en fait, quand une batterie vieillit, en fait, elle développe, moi j'appelle ça un cancer. En fait. Elle développe un cancer, c'est-à-dire que sur une des couches, il y a une couche parasite, en fait, qui se développe. Il faut savoir que si elle n'était pas là, en fait, les batteries n'existeraient pas, ça c'est un paradoxe. C'est ce qu'on appelle la SPI, qui est là au début pour aider la batterie à fonctionner. Si elle ne serait pas là au départ, il n'y aura pas de batterie au monde. Par contre, elle a tendance à s'épaissir au fur et à mesure du temps, et elle est contributrice, à de l'augmentation de la résistance interne. Alors ça, c'est un élément, mais il y en a d'autres. Ok, merci. J'en profite que vous abordiez le sujet de la résistance interne, parce que c'est un sujet qui est souvent négligé dans les applications de batterie, à partir de batterie. Donc effectivement, comme a donné des explications, Igor, ce que je peux rajouter, c'est que la température évolue aussi, fait évoluer effectivement cette résistance interne, et c'est pas forcément celle qui est donnée dans le datasheet qui nous intéresse, parce qu'elle est souvent donnée à 1 kg, et finalement l'application est rarement à 1 kHz. Vous avez des profils continus, et c'est pas forcément celle qui est meilleure à 1 kHz qui va vous aider. Il faut savoir que pourquoi elle a été donnée à 1 kHz dans les années où on s'occupait, quand les batteries pour le téléphone portable sont arrivées, on donnait un peu de tout, et finalement les organismes se sont concertés et ils ont donné une fréquence donnée pour que tout le monde parle de la même chose. Et finalement, c'est là où elle est la plus faible, la résistance interne à 1 kg. Donc forcément, tout le monde se base là-dessus, mais c'est pas parce qu'elle est bonne à 1 kg qu'elle sera la meilleure en continu, et nous, c'est ce qu'on fait. On essaye de balayer le spectre fréquentiel
lorsqu'on choisit un fournisseur de cellules pour voir laquelle qui est la meilleure à l'usage qu'on va en faire, quoi, à l'utilisation qu'on va en faire. Voilà ce que je pouvais rajouter. Bonjour. On voit souvent des effets d'annonce. Est-ce que vous voyez des sauts technologiques à venir? Oui, alors là, il y a des gros débats. Donc, moi, j'ai la chance d'aller à pas mal de congrès sur les batteries. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements, mais oui, je peux vous donner, alors, ils sont beaucoup tirés par les véhicules électriques, pas par le médical, mais en fait, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a, dans les véhicules électriques, il y a deux technologies principalement qui sont utilisées. Il y a la technologie, ce qu'on appelle LFP, j'en ai parlé un tout petit peu, et puis la technologie NMC. Donc la LFP, elle a l'avantage d'être stable, donc de moins exploser. Par contre, elle a une densité, la fameuse densité d'énergie, non pas plus faible. La NMC, qui est un peu au-dessus, elle est moins stable, donc elle est plus dans il faut la sécuriser. Par contre, elle a une densité un peu plus élevée. Donc ça, c'est ce que font aujourd'hui les Gigafactories à Dunkerque, c'est LFP NMC. Ouais, on est là aujourd'hui. Donc électrolyte liquide. La prochaine étape, là, tout ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que tout le monde va vers l'électrolyte solide, ce dont j'ai parlé, mais en gros volume. Donc c'est ce que fait Prologium, hein, j'en parlais, mais d'autres, je crois qu'ils en ont parlé. Donc il y a Bolloré qui est là-dedans, Bolloré ça n'a aucun plan, voilà, qui est là-dessus. Les autres, ils vont aussi. Vercor, on sait qu'ils travaillent là-dessus. Donc les technologies solides pour des raisons de sécurité et aussi de recharge rapide. On peut aller plus. Voilà. Après, donc là, je vous ai parlé là, et après, on va aller vers du lithium métal. Donc aujourd'hui, c'est du graphite, on va vers le lithium métal. Donc c'est-à-dire que l'anode, on est en train de la changer. On était au graphite, on va aller vers le lithium. Ça va venir. Alors, les gens disent que ça augmente la densité, c'est pas vrai, ça augmente la cyclabilité, c'est-à-dire le nombre de cycles que je peux faire. Mais ça n'augmente pas la densité. Donc on va y aller. Et après, alors le problème de tout ça, c'est que tous ces matériaux sont des matériaux rares, hein, le problème géopolitique. Voilà. Donc on va aller vers ce qu'on appelle des batteries au sodium. Donc c'est du sodium, c'est du sable en fait. Et donc là on y va. Hein. Donc il y a une boîte française, en France on fait beaucoup de choses, hein, qui est basée à Amiens, qui est dirigée par le docteur, enfin ceux qui sont électriciens connaissent, le docteur Tarascon, qui est assez connu dans le milieu. Et donc c'est des batteries au sodium, donc pas des matériaux rares, qui ont une densité d'énergie plus faible. Par contre, des capacités en courant, vous voyez, sous le compromis énergie-puissance, donc plus forte. Et certainement qu'on ira par là, parce que d'un point de vue stratégique, notamment sur le sourcing, enfin, sur le besoin en matière, donc là, on serait stratégiquement indépendant. Et après, à mon avis, on ira au pile à combustible. Voilà. Mais dans les discussions que l'on voit, moi, c'est la Renault que je vois. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Mais ce qui est assez intéressant, ce que dit Igor, quel que soit, il y a différentes applications. Donc les cellules qu'on va utiliser, les technos qu'on va utiliser ne seront pas forcément les mêmes. Mais ce qui va être utilisé dans une techno pour le véhicule électrique va libérer aussi des matériaux pour d'autres applications. Nous, on a tout intérêt, nous, dans le portable, que le lithium-ion, on puisse garder le lithium-ion pour nos applications portables. Aujourd'hui, c'est le meilleur rapport énergie massique, énergie volumique. Néanmoins, il y a le sodium-ion qui arrive, qui permet d'avoir des temps de charge beaucoup plus courts. Hein. Par exemple, pour charger du lithium, un C, c'est 2 heures. En sodium-ion, ça va être 10 minutes. Donc on voit l'intérêt. Nous, on a des applications qui sont en énergie renouvelable, on n'a pas de problème de place, on n'a pas de problème de poids. Là, on peut se dire, oui, ça a un intérêt. Par contre, nous, dans les petites applications portables, le sodium-ion, lorsqu'on a des problèmes de compte, toutes ces contraintes, c'est un peu difficile. Hein. Et puis après, il y a toute la partie transport. Et puis, l'avantage du sodium-ion, c'est le stockage, hein, parce que un élément lithium-ion, en dessous d'un 4, il est mort. Hein. C'est-à-dire que vous avez de la capacité réversible, voire il peut être dangereux. Donc nous, on coupe avec notre électronique. Pour du sodium-ion, vous avez une profondeur de décharge qui est très intéressante, parce que vous pouvez, a priori, descendre très très bas. Donc ça aussi, pour le stockage, ça a un intérêt. Donc chaque techno, il faut faire des compromis, mais toutes les technos ont des avantages, des inconvénients, et ce qui sera utilisé par des applications pourra libérer de la ressource pour d'autres applications. Donc c'est tout un système qui est intéressant. Alors la sodium-ion, vous pouvez la tester actuellement. Il y a une perceuse qui est disponible chez Leroy Merlin. Une petite perceuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, moi je l'ai achetée, je ne sais plus comment elle s'appelle, et qui est en sodium-ion. Alors l'intérêt justement, tant que c'est la sodium-ion et a des fortes capacités en courant, pour les machines-outils, elle permet de remplacer ce qu'on avait avant dans les nickel-cadmium. Les nickel-cadmium qu'on n'utilise plus, elles avaient une forte capacité en courant. On pouvait tirer du courant.
vous avez les fameuses courbes là, et la soudainement permet. Et donc on peut imaginer d'ailleurs, à l'avenir, on se projette, on rêve un peu, mais que si plus tard on va sur les piles à combustible, le problème de la pile à combustible, c'est qu'elle n'est pas capable de tirer des forts courants. Mais combiner une pile à combustible qui a beaucoup d'énergie, parce que c'est de l'hydrogène, avec une petite batterie sodium-ion, là il y a un truc à explorer. Bon, et merci aux deux intervenants et puis aux questions et réponses dans la salle. Donc là, on va faire la pause d'une demi-heure. Donc pour ceux qui sont en ligne, voilà, prenez un café, prenez le temps de regarder vos mails et puis vous nous rejoignez à 16h pour la suite de l'atelier. Et puis pour ceux qui sont en présentiel, voilà, il y a des démonstrations de différents appareils de mesure. N'hésitez pas. Et puis on se retrouve dans une demi-heure. Merci.